Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles de la MRC d'Abitibi-Ouest avec son préfet, M. Daniel Rancourt. M. Rancourt, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. M. Rancourt, la MRC, s'est passé beaucoup de choses en 2011. J'en suis persuadé qu'il y a encore de gros dossiers pour 2012. Ça ne va jamais en diminuant, ça va toujours en augmentant parce que je pense qu'il serait bon de dire que le gouvernement vous en impose de plus en plus, et ce, à chaque année. Oui. J'aimerais préciser quelque chose. Oui, allez-y, monsieur. Une MRC, l'objectif d'une MRC, c'est de planifier. OK. Que ce soit les matières résiduelles, que ce soit le développement, que ce soit la sécurité, que ce soit peu importe. Si on se place il y a 27 ans, là, avant la mise en place des MRC, chaque municipalité était une petite entité indépendante. Et il n'avait de compte à rendre à personne, sauf à sa population. OK. Avec la mise en place des MRC, on en arrive avec moi j'appelle ça un gouvernement qui est au-dessus des municipalités, mais qui est géré par les maires. Et ça a comme effet, puis le rôle principal de la MRC, c'est de planifier. Donc, au lieu de regarder notre cours, puis de se regarder comme ça dans notre cours, il faut regarder notre cours, mais il faut le voir dans un ensemble plus grand qui est notre territoire de MRC. Est-ce que la MRC, à ce moment-là, c'est un petit peu le chien de garde des municipalités? Est-ce qu'on peut dire ça de même? Non, je dirais pas ça comme ça. Je dirais plus, c'est l'organisme qui va être en aide aux municipalités pour les supporter dans leurs différentes situations. Okay. Je prends l'exemple, matière résiduelle, on en a parlé depuis 5-6 ans de ça. Là. On sait, par exemple, qu'on avait des dépôts en rangée, que la loi ne le permettait plus. Donc, il a fallu trouver un moyen. Et s'il avait fallu que chacune des municipalités s'organise, ça n'aurait eu aucun sens. Non, le fait qu'on se regroupe ensemble et on trouve une solution pour le territoire, c'est, à mon point de vue, excellent. Et prenons tous les domaines de vie communautaire, régionale, on se retrouve toujours avec la même situation. Que ce soit avec les pompiers. Non, c'est sûr. On va en parler tantôt. Oh oui, on en parle tantôt. Les pompiers, c'est la même chose. On parle d'aménagement de territoire. On parle de développement de territoire. C'est toujours la même affaire. Qu'on parle de sécurité publique. Encore là. Puis ça, c'est un domaine qui s'en vient, là. On sait, on a travaillé depuis quelques années beaucoup sur les pompiers. Oui. Sauf que là, maintenant, il y a un autre domaine qui nous attend, là. Puis moi, là, lorsque je vais au niveau régional et au provincial, c'est ça, là, sécurité publique. À savoir, si vous êtes perdu dans le nord avec une motoneige, puis il n'y a pas d'auto qui peut y aller, comment on organise des services pour ça? Donc, il faut planifier ces services-là. Donc, pour nous autres, qui est soit dite région éloignée, même si j'aime pas ce terme-là, mais pas pantoute, mais quand même. Mais pour nous autres, c'est devenu un facteur primordial. C'est un facteur très important pour chacune des petites municipalités. Parce que la petite municipalité, elle a autant de responsabilités que la grande. Sûrement. Sauf que souvent, elle va manquer de moyens. Donc, si on est capable de se retrouver une vingtaine de municipalités pour dire « Hey, on a un problème à tel endroit, de quelle manière on peut le régler ensemble? » Et c'est le rôle de la MRC. Parce que je ne pense pas qu'une personne va se perdre en skidoo sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Je ne pense pas. Mais ça serait assez surprenant. Mais nous autres ici, par exemple, ça peut se perdre assez facilement parce qu'on est forestier beaucoup. Voilà, mais on parle de motoneige, mais on peut parler de bateaux, on peut parler de tous les domaines qui vivent la vie en société. Encore là, le bateau, je ne pense pas qu'il se perde sur le fleuve Saint-Laurent, mais il peut se perdre sur le lac Abitibi, par exemple. Voilà. Ça, par exemple, ce n'est pas la même chose. Exactement. Vous avez ouvert une parenthèse, et avec raison, M. Rancourt, et c'est très important de le dire, parce que ce sont tous des facteurs que des fois les gens se disent « Oui, mais... » Ben oui, mais si tu t'en vas, comme on disait tantôt, tu t'en vas dans le nord, puis tu te perds en motoneige, il faut avoir un moyen d'aller te chercher, là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui prévoit une telle situation, on fait quoi? C'est ça. Il ne faudrait pas se retrouver dans une situation où on dit, hey, là, Gaby Lacasse, il est perdu, on ne sait pas où il est. Puis là, on fait quoi? On ne sait pas, on n'a pas pensé à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut que ça soit planifié. Je prends juste un exemple concret. Il y a la semaine passée, je pense, on a eu une coupure d'électricité. Oui. Bon. Elle était localisée, sauf qu'il arrive une situation comme celle-là.
OK, là, ça a pris 1 heure, puis est revenu. Mais ça avait pris 2 jours, on aurait fait quoi? Qu'est-ce qui aurait été prévu pour les personnes qui sont dans leur maison seule puis qui n'ont pas de système de chauffage? Le système d'appoint ne sont pas là, exactement. Puis qu'est-ce qu'on va faire pour les personnes qui sont seules puis qui ne sont pas capables de s'alimenter? Il faut qu'il y ait des moyens, des planifications. C'est pour ça qu'on vous dit depuis tantôt. Et tout ça, là, est-ce que ça part un peu du fameux verglas? Bien, le verglas nous a fait prendre conscience. Bien, c'est ça, hein? Qu'il y a des problèmes. Il pouvait se passer des choses très graves, très graves. Il faut y penser avant que ça arrive et non pas après. On est mieux d'imaginer le pire, oui, c'est sûr, puis de le prévoir, que de rien faire, puis qu'il arrive. C'est vrai. Alors, on est sorti un petit peu en dehors du sujet, mais c'était très intéressant parce que ce sont des choses pareilles que les MRC se doivent de mettre en place. Voilà. Pour donner... c'est sûr que la ville de Lassar, et puis si je compare, je ne sais pas moi, avec Haute-Nord, disons, sans en vouloir à Haute-Nord du tout, mais c'est pas les mêmes moyens. Ce ne sont pas les mêmes moyens que vous allez avoir à Haute-Nord que vous allez avoir à Lassar. Voilà. C'est sûr, là, à ce moment-là. Là. Donc, c'est à prévoir, ça. C'est à prévoir. Puis c'est pas parce qu'on reste à Haute-Nord ou à Sainte-Rose ou à Tachereau que la vie est moins importante. Non, absolument pas. Il faut que les mêmes moyens soient mis en place. S'il arrive une catastrophe à Haute-Nord ou à Sainte-Rose, il faut que ces personnes-là soient secourues le plus rapidement possible. Donc, il faut qu'il y ait un plan d'action. Voilà. À ce moment-là. Et lorsqu'on parle de municipalité régionale de comté, c'est de mettre en place ces plans. Puis lorsqu'on a fini un, bien, il nous en arrive un autre. Exactement. C'est pas compliqué. Il faut que les préfets travaillent, monsieur. Ou les maires travaillent aussi. Ou que les maires travaillent aussi. Monsieur Rancourt, en juin 2011, le maire de Lassar, M. Normand Aude, en a surpris plus d'un, je crois, lorsqu'il lançait l'idée de une MRC, une ville. Comment, vous, comme préfet, vous avez accueilli cette idée-là? Ah, mon Dieu! Non, c'est pas le bon Dieu là, qui a envoyé ça, M. Rancourt. Non, mais je dois vous dire que, écoutez... Est-ce que c'était pour réveiller du monde? Ben non, quoi, c'était... Ah, ben, je pense que dans notre société, il y en a qui, à intervalles réguliers, viennent remettre en question le fonctionnement, etc. Un parti politique. Voilà. Toujours est-il que M. Hood, écoutez, c'est son droit de questionner. Puis, je sais, pour en avoir jasé à quelques reprises, M. Hood, il dit Daniel, il faut en parler, il faut en jaser. C'est parce qu'il y a des modèles qui se sont développés autour de chez nous. Si je prends par exemple la ville de Rouen. La ville de Rouen, il y a eu une fusion de toutes les municipalités pour en faire une ville. Le rural était quand même très minime. Oui, mais sauf que c'est un modèle qui existe. Oui. Et il y en a qui en rêvent. Pour bien des raisons. Eh oui, puis on ne peut pas les critiquer. Non, absolument pas. Ils ont droit à leur opinion là-dessus. Parce que moi, j'en ai parlé avec M. Hood ici en entrevue. Puis, oui, il dit c'est une chose qui ne peut pas se faire du jour au lendemain, c'est sûr, parce que ça, là, il y a tellement de choses. Il y a 4 grandes étapes là, sur de quoi, si vous voulez, qu'on en parle tantôt. Puis regardez, M. Lacasse, moi, là, la dernière fois, je n'ai parlé avec M. Hood, j'ai dit, c'est Normand, parce que je connais quand même personnellement. Oh, oui. J'ai dit, Normand, j'ai dit, arrête de parler de ces affaires-là, puis commence à faire des fusions. Commence à en faire. Parce que si on veut arriver à un territoire, une MRC, une MRC, une ville, il va falloir qu'il y ait 20 fusions. Oui, okay? Exactement. Parce qu'il y a 21 municipalités. Voilà. Oui. Donc, il faut à tout prix commencer à en faire. Et lorsque M. Hood va se confronter à la situation de fusionner avec une municipalité... Ça ne sera pas facile. Là, il va rencontrer ce qu'on appelle en bon québécois son Waterloo. Son Waterloo, exactement. Okay? Oui. Mais c'est pas la ville. C'est pas la ville de Waterloo. Non. Et ça se fait. Oui, c'est sûr. On a vu. Là. Oui, mais il faut penser que je prends l'exemple concret pour l'illustrer. Rouyn-Noranda, s'il n'y avait pas eu une loi qui oblige à le faire, ça ne serait pas fait. Non, exactement. Parce que je ne pense pas, peut-être que je suis dans l'erreur, vous me corrigerez, M. Rancourt, si je le suis, je n'ai pas honte de ça du tout, mais peut-être que je suis dans l'erreur, mais je ne connais pas beaucoup de municipalités autour de chez nous qui,
d'un coup sec, comme on dit, accepterait, OK, moi, je peux m'en aller en fusion avec la SAR ou avec Macamic ou bon, non. On est bien chez nous, on a un petit conseil de ville, etc. On dirige notre affaire. La MRC est au-dessus de nous autres si on a des problèmes majeurs. On est bien. Moi, ça ne me tente pas de m'en aller avec un autre. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis là, on arrive toujours, les éléments, lorsque les personnes prônent la fusion, ils vont toujours nous arriver avec l'argument ça coûterait moins cher si on était plus payé le même service, ça coûterait moins cher si on était plus payé le même service. C'est la rengaine. Ou bien, ce qu'on se fait toujours dire, s'il y a beaucoup trop de décideurs, il y a beaucoup trop d'élus, il devrait en avoir moins, ça ferait le même job, mais écoutez, c'est une réalité. Oui. Sauf que lorsqu'on regarde ça d'un petit peu plus loin, la valeur monétaire, c'est jamais la valeur qui prédomine ces discussions-là. Les discussions sont tout le temps basées sur est-ce que je vais perdre mon identité? Est-ce que je vais avoir les mêmes services? Est-ce que la décision va être proche de moi? Est-ce que je vais avoir droit à prendre, à donner mon point de vue? Et c'est là-dessus que ça se discute. Puis quand je parlais des 4 étapes à franchir, ce ne sont pas de petites étapes. Monsieur Rancourt, on parle de l'étude de faisabilité. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. La négociation, très ardue. La consultation et la demande commune de regroupement au gouvernement. Alors, M. Lacasse, on ne fait pas ça dans un mois. Hein? Je l'ai vécu à 2 reprises, ce phénomène-là. Oui, vous savez de quoi on parle. Mais est-ce que... C'est parce qu'il reste quand même... M. Hood s'appuie sur le fait qu'il y a 21 municipalités en Abitibi-Ouest. Il y en a 11 qui ont moins de 500 habitants. Il y en a 5 qui ont entre 500 et 1000, puis il y en a 5 qui ont plus de 1000 habitants. C'est sûr, quand on prend 11 municipalités de moins de 500 habitants... Puis là-dessus, sur les 11, là, vous pourriez en mettre peut-être 5 ou 6 qui ont moins de 300. Aussi, exactement, exactement. Et c'est certain que, si on regarde ça avec un certain recul, lorsqu'une municipalité est rendue avec 300 habitants, ça doit, puis là, regardez, là, je ne fais pas de jugement de valeur là-dessus, là, ça doit être excessivement difficile d'être capable de planifier, d'organiser, parce que j'ai plus de monde. Puis même, je suis certain qu'on a même de la difficulté à se trouver des conseillers. Bien, écoutez, en tout cas, pour en avoir parlé avec quelques maires, c'est sûr que c'est pas évident. C'est ça. Je veux en venir pour clore ce dossier-là, M. Rancourt. Vous, comme préfet, vous siégez à la MRC, les maires sont là. C'est quoi? Est-ce que les avis sont partagés chez les maires ou bien non? Si à 90 ce que M. Hood présente, là, non, nous autres, là, on n'embarque pas là-dedans. C'est quoi un petit peu les avis chez les maires? Je dirais qu'il n'y a personne qui est contre, sauf de là à entreprendre des démarches les 4 étapes qu'on vient de parler. À dire, OK, on va faire une demande. Oups, là, ça sera une autre histoire. OK? Lorsqu'on se rencontre entre maires, on est très conscient que ça doit être excessivement difficile de planifier des choses. Et je prends juste un exemple pour illustrer. Lorsque je fais une réunion au niveau de la MRC, comme je vais faire demain, OK? Lorsque je fais ma rencontre, j'ai 20 maires assis autour de la table. Si je prends, juste pour faire une représentation, la MRC de Val-d'Or, ils sont 7. Ouais. OK? Est-ce qu'on peut comprendre que si on est 7 autour de la table, ça va peut-être être moins long la discussion pour arriver à une compréhension commune. Sûrement. Sauf que notre géographie puis nos particularités nous ont amené qu'on a maintenant 20 municipalités. Il faut l'en tenir compte puis il faut respecter leur point de vue. Et c'est correct. Mais dans les fusions, M. Rancourt, je sais que Macamic l'a vécu avec Colombourg, dans les fusions, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité? Est-ce qu'on en parle encore de ça là, en 2012, là, aujourd'hui? Là? Est-ce que c'est encore le sujet, je ne dirais pas le sujet de l'heure, mais est-ce que c'est encore un sujet qui est abordé dans les municipalités, la fusion possible entre 2 ou 3 municipalités? Je vois avec un petit sourire. Je peux vous dire que, je ne sais pas si c'est abordé ailleurs, mais je peux vous dire que chez nous, ici, à Macamic, régulièrement, à un moment donné, j'ai un soubresaut. Alors, lorsqu'on était indépendant, on était mieux servi, puis ça coûtait moins cher. Puis, écoutez,
on s'en sortira jamais de ça. Là, tant qu'on n'aura pas changé de génération, là, on va vivre avec cette situation-là. Parce que vous vous souvenez, et puis ça, on est bien placé pour le voir, quand on était jeune, il me semble qu'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux que ça l'est maintenant. Mais ça, on est humain, c'est comme ça. On se rappelle du bon vieux temps. Hein, puis selon l'esprit. Puis il me regarde en disant ça. Mais on fait partie de la même gang. C'est ça, exactement. Mais on dit toujours avec nostalgie le bon vieux temps, mais si on avait à dire. C'était le bon temps aussi. Est-ce qu'on voudrait y retourner? Je suis pas sûr. On aimerait y retourner, mais avec les commodités d'aujourd'hui. Ça serait pas comme dans le temps. Alors, on va mettre quand même un terme à ça, mais j'ai encore une autre question sur ça. Je pense qu'à ce moment-là, est-ce qu'il se pourrait que les affaires municipales, le ministre des Affaires municipales, pourrait, un certain moment donné, dire, bon, bien, ce qui est 500 habitants et moins, là, on va fusionner parce que on n'est plus capable. Fait que celle-là, ça va être des fusions forcées comme on a eu à Montréal déjà, ça a fait du gros ATL. Regardez, vous avez vu ce que ça a fait à Montréal? On l'a vu. Ils ont décidé de fusionner, puis après ça, ils ont décidé de défusionner. C'est ça. Et là, ça allait créer une pagaille terrible. Oui. Ça me surprendrait beaucoup. Parce qu'ils sont déjà mis les pieds dedans, puis que le ministère décide de donner des orientations aussi précises, à moins qu'il y ait des changements drastiques qui arrivent. OK? Mais à portée de vue, au moment où on se parle, je ne pense pas qu'on s'en aille vers ça. Maintenant, écoutez, tout est possible en politique. C'est sûr, exactement. Bon, on va laisser ce dossier-là. On était supposé passer 2-3 minutes. On n'était même pas supposé d'en parler. Monsieur Rancourt, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, entraide automatique entre brigades. On en a parlé un peu. J'aimerais qu'on revienne sur ça. C'est rendu là. Le dossier est maintenant en fonction. Et on n'est pas en fonction encore. Vous n'êtes pas en fonction, OK. Sauf que... il nous restait une municipalité. Ça, là, tout ce processus-là aurait dû se terminer au mois de juin. Juin 2011? Oui. OK. Sauf qu'il y a une municipalité qui a retardé, puis qu'il y avait des conditions, puis il y avait de la discussion et autres, et ça a été réglé là, en Noël le jour de l'an. OK? Donc là, maintenant, toutes les municipalités ont signé l'entente d'entraide automatique. Puis quand je vous disais tantôt, en début dans l'entrevue, une MRC, ça a comme objectif de planifier. OK? Fait qu'imaginez-vous, puis ça, je vous en avais déjà parlé à un moment donné, pourquoi qu'on a fait un schéma de couverture de risque. Puis je me permets quelques minutes pour y revenir. Oui, allez-y. On se souvient qu'initialement, le coût des assurances, le coût des dommages causés lors de sinistres incendies était plus important au Québec que dans les autres provinces. C'est vrai. Et à la suite de ça, le ministère nous a obligés, et là je mesure mes mots, nous a obligés à dire, vous allez planifier des services autres que ceux que vous avez déjà. Chaque municipalité avait une brigade avec des équipements et chacun faisait du mieux qu'il pouvait avec les équipements qu'il avait. Le ministère a dit non, là, il faut aller plus loin que ça. Il faut s'assurer que les équipements que vous avez sont en forme et il faut qu'ils soient capables de répondre à certaines exigences. Il faut que les pompiers qui font le travail, il faut qu'ils aient des compétences. C'est pas tout de dire je prends une hausse et j'arrose un feu. Non. Parce que s'il y a 30 ans, le service d'incendie, c'était d'arroser un feu. Aujourd'hui, on voit qu'il ne suffit pas d'arroser un feu pour qu'il s'éteigne. Il faut savoir d'où il vient, quelle est la meilleure stratégie pour être capable de faire mourir. Parce que c'était ça aussi, M. Rancourt, dans les années 70, j'étais pompier, puis là, c'était ça. Là. On était rendu là. Voilà. C'était plus, tu t'installes avec un boyau puis t'arroses. Voilà. Non. Ça n'était plus ça. Là. Déjà, dans les années 70. Il fallait commencer à regarder d'où ça vient, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit le plus efficace. Oui, c'est sûr. L'efficacité. Donc, si je prends mon survol que je faisais, là, le ministère nous a dit, vous allez être obligé de faire. Et un des éléments qu'au niveau du schéma chez nous, on a dit, il va falloir définir de l'entraide automatique. Je prends un exemple concret. On a demandé à tous les chefs pompiers de notre territoire de dire, exemple, à La Sarre, s'il y a un feu à 11 heures le matin, combien de pompiers sont capables de répondre à l'attente? Le chef pompier a dit, chez nous, on est capable avec 12 pompiers. OK? C'est correct. Okay. On a fait la même chose avec Macamic ici.
On a dit, Ghislain, chef pompier, on dit, Ghislain, s'il y a un feu à 11 h demain matin, il y a combien de pompiers qui sont capables de répondre à ton appel? Il me dit, j'en ai 6. Donc, pas assez. Pas assez. Oui. Parce qu'on dit, le ministère dit, pour être capable de contrôler un feu, pour être capable de faire une attaque, puis là, on mesure nos mots, là, oui, non, pour être capable de se confronter, ça prend au moins 8 pompiers. Donc, s'il y en a 5, il en manque 3. Oui. OK? Donc là, on dit, on va faire quoi, là? On va dire, bien, attaque avec 5. Ou si tout d'un coup, il en vient juste 3, tu rentres-tu un gars dans une bâtisse qui est en flammes? Jamais. Non, ça se fait pas. Jamais. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut planifier, de dire, s'il y a un feu mécanique à 11 h le matin, c'est quelle brigade qui est capable de venir nous donner un coup de main? OK. Donc, ça peut être Sainte-Rose, Oui. ça peut être La Sarre, ça peut être Tachereau. OK? Oui. Donc, lorsqu'on parle d'entraide automatique, c'est de ça qu'on parle. C'est de se couvrir à 10 pompiers. Voilà. À 8 pompiers, excusez. À 8 pompiers. Puis si on est dans les milieux non urbains, ça en prend 10 parce qu'il faut aller chercher de l'eau. Oui, exactement. Ça en prend 2 autres de plus. C'est ça. Voilà. Donc là, on planifie, lorsqu'on parle du schéma de couverture de risque, c'est ça qu'on parle. Fait que là, au moment où on se parle, on a eu une rencontre la semaine dernière avec le comité responsable. Et on s'est donné des actions à faire. Dans un premier temps, de prendre notre MRC, de faire une carte avec les différents services de pompiers qui sont sur la carte. Okay. Et on va envoyer cette carte-là aux différents services, puis dire, là, le numéro 242 du rang 2, là, lui, il va être couvert par la SAR parce qu'il est plus proche que Macamic. Okay. À Sainte-Rose, telle maison, elle va être couverte par Palmarol parce qu'elle est plus proche du service de pompiers que ou de l'autre côté, elle peut être couvert par Tachereau parce qu'elle est plus proche de Tachereau qu'elle peut être... Donc là, on a tous signé l'entente, c'est-à-dire c'est comme ça que ça va marcher. Il reste maintenant à préciser les zones. OK? Puis on parle de précision des zones. S'il arrive un feu à Sainte-Rose, exemple, Sainte-Rose, s'il y a 4 pompiers disponibles, il faut qu'automatiquement, Macamic y aille. Donc, lorsqu'on va appeler le 911, hey, j'ai un feu dans le rang 6 à Sainte-Rose. La petite madame a dit, oui, bougez pas. Elle pèse sur le bouton. Puis Sainte-Rose va t'appeler. Et Macamic va t'appeler. Okay. Et s'il n'y a pas assez de pompiers disponibles, ça se peut que Palmarol soit appelé. OK. Donc, c'est de ça qu'on parle dans l'entraide. Oui, il me semble que ça fait longtemps qu'on en parle de ça. Là, c'est rendu à l'aboutissement. Vous êtes rendu là parce que ça a pris 10 ans. Mais c'est ça, parce que je faisais des émissions, quelques émissions avec Jacqueline Bégin, déjà, sur Exactement. ça. C'est pas d'hier soir, ça. Non. Ça fait quand même. Puis Jacqueline, il est capable d'en parler beaucoup mieux que moi parce que c'est lui notre président de notre comité. OK. J'en parle parce que je suis ça, là, puis on est sur une phase, je dirais, terminale. Mais vos explications sont plausibles, M. Rancourt. Bon, merci. Où en est rendu le dossier des 41 ou 45 000 mètres cubes de bois là, du nord de Tachereau? Tachereau veut le garder, Tembec-Lassarre veut l'avoir. La MRC, dans ça, fait quoi? C'est rendu où? Ici, qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc là, on a eu le contrat signé par le ministère de l'Énergie et Ressources qui octroie à la MRC, au territoire de MRC, un volume de 41 800 mètres cubes de bois. Ce 41 000 mètres cubes de bois est dans je dirais, le territoire de coupe qui borde notre MRC, mais qui entre un petit peu dans le nord. Là. Je donnerais des chiffres, mais ça vous perdrait, puis peut-être je me tromperais dans les chiffres aussi. C'est dans la zone où Tembec coupe du bois au nord de la Sarre. OK, c'est beau, oui. 82-51, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Dis-en pas trop. Donc, on a un contrat, on a signé avec le ministère un contrat d'approvisionnement de 41 000 mètres cubes de bois. Ça, c'est la MRC qui a ça. Sur la MRC. OK, c'est beau. Et la MRC a signé cette entente-là avec le ministère dans un but bien précis. Puis là, j'aborde tout de suite un sujet qu'on va aborder tantôt ou qu'on peut aborder tout de suite, ce qu'on appelle la forêt de proximité. Oui, mais juste avant d'aller dans ça, M. Rancourt, si vous me permettez, ce 41 000 mètres cubes-là, au moment où l'on se parle, appartient à qui et qui va décider si ce bois-là va s'en aller à la serre ou le garder pour une possible vente de l'usine de Tachereau ou peu importe?
Initialement, c'était 45. Ouais, maintenant, c'est 41 800. Okay. Ce volume de bois-là était automatiquement coupé du volume de Tembec antérieurement. Okay. Tembec avait, par exemple, je donne un exemple, 300 000 m3 de bois, le droit de couper 300 000 m3 de bois dans le nord. Okay. Le ministère a enlevé de son contrat 41 000 m3 de bois, puis il dit, ce 41 000 m3 de bois-là, je le donne au territoire de la MRC Abitibi-Ouest. OK. OK? Donc, la MRC va avoir le droit de couper le bois, OK? Et elle va avoir le droit de le vendre à qui elle le veut bien. Vous allez comprendre que sur notre territoire ici, il n'y en a pas ben des usines de... Hein? Il reste Tembec-Lassar. C'est ça. OK? L'objectif initial que la MRC avait développé dans le début de cette chose-là, on voulait s'assurer que Lassar ait les volumes de bois nécessaires pour être capable de rouler. Okay. Et non pas se faire dire, bien là, j'ai plus de bois, donc on va tout obligé de fermer. Parce qu'on savait, nous, là, que le ministère y couperait à peu près 45 à 50 000 m3 de bois dans son contrat d'approvisionnement. Fait que sachant qu'il perdait, nous, on a dit, on veut l'avoir. Puis vous allez faire quoi avec? On va être capable de soutenir les industries qui en ont besoin. Entre autres, Tembec. Fait que ça veut dire que là, ce 41 800 m3-là, c'est plus ta chose, là. Non, c'est plus ta chose. C'est la MRC qui va décider que telle compagnie va aller le couper puis qui va l'envoyer à Lassar? Ça peut être la MRC qui décide. Ou ça peut être Tembec directement. Ça peut être, on pourrait dire à Tembec, coupe-les. Et c'est ce qui va arriver. Ça peut être ça, ou ça peut être très bien, puis là, je vais vous faire une référence tantôt, là, ou ça peut être très bien la MRC qui décide d'engager des entrepreneurs, couper le bois, puis le livrer à Tembec. À Tembec. OK? Au même titre qu'on a les lots intra. Mm-hmm. Vous savez, l'expérience, les municipalités qui ont des lots forestiers proches d'eux autres, ils ont ce qu'on appelle des ententes de gestion de l'eau intra. OK? Et c'est la municipalité, avec son comité, qui va décider de couper du bois, pas couper du bois, faire des temps de travaux et autres, etc. Et ça, le 41 000 m3 de bois rentre au même niveau que ceux-là. Fait que ça veut dire que ça va être à décider ultérieurement. Voilà. 2 minutes seulement, M. Rancourt. Forêt de proximité. OK. On a effleuré le sujet. Là. Je vous donne 1 minute. Pas plus. Donc, forêt de proximité, c'est un nouveau principe qui vient. On se souvient qu'antérieurement, là, il y avait des conventions d'aménagement qui étaient données aux différentes municipalités. Le ministère, en 2013, enlève tout ça parce qu'il a changé sa politique forestière. Et là, il met en place ce qu'on appelle la forêt de proximité. Donc, il devrait s'organiser sur les territoires, la forêt qui est à proximité des municipalités ou qui est sur son territoire. Cette forêt-là devrait être gérée un peu comme nos lots intra le sont. OK? Donc, c'est à mettre en place. On se doit de travailler à planifier nos affaires de manière à ce que ce soit plus efficace et plus rentable pour tout le monde. C'est tout à fait normal, M. Rancourt. Merci beaucoup, M. Rancourt. Encore, je vois très bien qu'il y a beaucoup de dossiers encore à la MRC d'Abitibi-Ouest au cours de l'année 2012. Alors, on va en rediscuter. Et ça m'a fait plaisir de venir en jaser avec vous. Ça m'a fait également très plaisir de vous recevoir, M. Rancourt. Bonne fin de soirée. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se retrouve dans une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir.